Donc le sujet concerne la question des minorités, enfin du passage d'un empire multinational à un État unitaire et centralisé. Je crois que c'est le titre de la réunion qui nous réunit ce soir. Alors on s'est concerté avec mon vieux complice Ahmed, et on s'est réparti un peu le boulot. Moi je vais m'occuper un peu plus d'aspect historique, c'est-à-dire traiter ce qui s'est passé dans les dernières années ou dernières décennies de l'Empire ottoman, et puis la transition à la République de Turquie, sa construction, et la définition de la citoyenneté au début de la République. Et moi je m'arrêterai là, mais c'est déjà un copieux programme. Et puis Ahmed traitera plutôt des problématiques politiques contemporaines et des enjeux politiques, y compris d'actualité. Nous essaierons de ne pas être trop bavards l'un et l'autre, de façon à laisser suffisamment de temps au débat. Je peux vous affirmer que j'ai relu un certain nombre de papiers, d'articles, de bouquins, parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité premier. Moi, je travaille surtout sur les questions internationales, sur la politique extérieure de la Turquie. Et je me suis piqué au jeu et j'ai relu beaucoup de textes pour cette soirée. J'en suis très content, comme ça a permis d'améliorer ma culture. Et j'ai constaté qu'en réalité, je vais essayer de le démontrer, des débats qui ont lieu il y a maintenant plus de 100 ans, en réalité, 150 ans, et bien ces débats, ils se posent encore aujourd'hui, non seulement en Turquie, mais aussi en France. C'est la question des minorités, c'est la question des nations, des minorités nationales, des États unitaires et centralisés. Donc je pense que ce débat vient à propos, et notamment dans la conjoncture non seulement turque, mais française aussi, puisque certains individus qui ont les velléités de se présenter aux élections présidentielles eh bien, abordent ces sujets concernant les minorités d'une façon tellement caricaturale et désagréable qu'il est nécessaire d'avoir un échange là-dessus, même si, bien évidemment, notre sujet ne concerne pas les élections présidentielles françaises. Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut se rappeler une des caractéristiques de l'Empire ottoman, et en fait, ce qu'est un empire en général. Il est tout à fait remarquable que tous les empires, quels qu'ils soient, et l'Empire ottoman ne fait pas exception à la règle, ben ce sont des systèmes politiques qui, par nature, sont expansionnistes. C'est-à-dire tous les empires connaissent des moments de conquête, d'appropriation territoriale, jusqu'au moment où, ayant atteint leur apogée, eh bien, il y a un phénomène de recul. Et on voit exactement cette situation avec l'Empire ottoman. Là encore, vous me pardonnerez, je suis très schématique et je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un empire donc qui va s'étendre assez rapidement à partir du XIVe siècle, qui va conquérir de nombreux territoires, et puis à partir du XVIIe siècle, en gros, eh bien, peu à peu, il va se rétracter. Et sur une logique qui est quasiment symétriquement inverse à celle qui avait prévalu lors des moments de conquête. C'est-à-dire qu'il y a des cercles concentriques qui s'étendent, et puis arrivé à l'apogée, ça se rétracte. Alors si je rappelle cela, c'est une évidence, mais cela signifie que, par définition, eh bien, un empire, il va intégrer dans son système et dans son territoire toute une série de minorités qui vivaient là, qui existaient au moment des conquêtes de ces empires, et en l'occurrence, l'Empire ottoman en avait incorporé de multiples. Alors vous le savez, pour certaines d'entre elles, de ces minorités, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient confessionnelles, il y avait le système des millettes, c'est-à-dire un statut spécifique qui était accordé à certaines communautés, pas toutes, alors principalement les communautés non musulmanes, pour mémoire les Arméniens, les Grecs, les Juifs, je le cite parce qu'on va en reparler tout à l'heure, et ce système, ma foi, permettait à l'Empire ottoman d'assurer une forme de stabilité, une stabilité certes impériale, mais qui a fait ses preuves. Bon, ce n'est pas le lieu ici d'aborder la nature ou le fonctionnement du système politique ottoman, mais pour autant, je pense qu'il est nécessaire, au vu du sujet de ce soir, de faire ce petit rappel extrêmement rapide. Alors, projetons-nous vers la fin de l'Empire ottoman, c'est-à-dire le XIXe siècle. Le XIXe siècle, d'une façon générale, pas seulement au sein de l'Empire ottoman, mais en Europe, d'une façon plus générale donc, on a assisté à ce qu'on a appelé le réveil des nationalités. C'est-à-dire que l'Europe, à l'époque, était principalement
structurés par des empires austro-hongrois, russes, prussiens, etc. Et au sein de chacun de ces empires, eh bien, il y avait toute une série de minorités nationales pour les raisons que j'ai évoquées juste auparavant. Eh bien, évidemment, au sein de l'Empire ottoman, il n'y a pas eu d'exception, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces minorités, de ces nationalités, eh bien, se sont révoltés contre le système ottoman. Alors, ça, dans un premier temps, cela s'est particulièrement et singulièrement manifesté au sein des Balkans, puisque des peuples comme les Grecs, les Serbes, les Macédoniens, les Albanais, j'en passe, ont décidé de tenter d'acquérir leur autonomie, ce qui bien sûr a entraîné des guerres, des répressions, des violences multiples et diverses. C'est important parce que ces violences, ces guerres qui ont été menées, ont donné une image extrêmement négative de l'Empire ottoman, notamment en Europe occidentale, puisque vous le savez probablement, une partie des élites ou des soi-disant élites intellectuelles ouest-européennes, et je pourrais citer des gens comme Victor Hugo ou Chateaubriand, se sont fait une spécialité de dénoncer ce qu'ils appelaient le joug ottoman. Alors, on a beaucoup de textes, on a aussi des tableaux, ça se remarque aussi dans le domaine artistique. Bon. La réalité, évidemment, je ne veux pas nier ces guerres, ces violences qui se sont manifestées à de multiples reprises, mais je pense qu'il faut aussi avoir tenter d'avoir une vision un petit peu plus nuancée de ce qui se passe au sein de l'Empire ottoman à cette époque-là. Encore une fois, la répression, elle est utilisée à maintes reprises. Mais pour autant, il y a aussi au sein de l'Empire ottoman, dans le même mouvement, une volonté confuse souvent à se réformer. Et ces mouvements de réforme, on les a nommés les tanzimates, qui se manifestent particulièrement, là aussi, vous me pardonnerez si je vais vite et un peu schématiquement, il y a deux rescrits impériaux qui sont publiés en 1839 et puis en 1856, et c'est très important, notamment dans celui de 1856, parce que est inscrit en toutes lettres le principe d'égalité des individus sans distinction de religion ou d'ethnie. Alors, c'est véritablement quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Nous savons que malheureusement, ces principes ont été très incomplètement appliqués au sein de l'Empire ottoman, ça c'est une certitude, mais d'un certain point de vue, ce mouvement, encore une fois, qui s'est manifesté de façon très confuse au cours de mille difficultés, avec des avancées et des reculs, a permis deux choses. C'est d'une part que l'Empire ottoman soit théoriquement, apparemment, admis dans le cénacle des grands États européens, notamment d'ailleurs, il y a une concordance de date qui n'est pas le fruit du hasard, au congrès de Paris de 1856, qui s'est tenu juste après la guerre de Crimée, qui avait opposé la Russie, l'Empire russe, d'une part, à l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne et la France, d'autre part. Donc, cet Empire ottoman, grâce à des réformes, même si incomplètement appliquées, ça c'est clair, a réussi à se hisser au niveau des puissances qui étaient respectées, qui comptaient dans le concert européen des nations. Pour autant, dans le même temps, et c'est là le processus contradictoire, eh bien vous le savez, cet Empire ottoman était qualifié d'homme malade de l'Europe. C'est-à-dire qu'à la fois il participait à de grandes conférences internationales, mais en même temps, il était considéré comme cet homme malade de l'Europe, selon la formule utilisée souvent dans les chancelleries de l'époque. Et le fait qu'il soit considéré comme un homme malade de l'Europe a entraîné les puissances occidentales les plus puissantes, notamment la France et la Grande-Bretagne, à tenter de mettre sous tutelle l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'on le reconnaissait comme interlocuteur, mais comme un interlocuteur mineur. Et c'est évidemment ce qu'on a appelé la question d'Orient. La question d'Orient, c'est l'instrumentalisation par les puissances occidentales du fait national qui pouvait exister au sein de l'Empire ottoman. Et évidemment, ce n'était pas seulement pour la liberté des peuples que ces puissances occidentales tentaient d'aider ces minorités nationales, mais c'était clairement comme d'un moyen de pression pour se constituer des sortes de clientèles contestataires au sein même de cet empire ottoman.
Donc on voit que cette question des minorités nationales, ces nationalités, eh bien, non seulement a une dynamique propre, incontestablement, des peuples veulent se libérer de ce qu'ils considèrent comme une tutelle insupportable, mais que dans le même mouvement, ces mouvements de contestation, ce mouvement des nationalités est instrumentalisé par des puissances extérieures. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en mémoire pour comprendre la situation telle qu'elle va se décliner à la fin de l'Empire ottoman, au début du XXe siècle et au début de la République. Donc, ce qui est clair, c'est qu'en dépit des vérités réformatrices ottomanes que j'ai rapidement évoquées, qui s'expriment par ces tanzimat, on peut considérer qu'il y a une difficulté à ce qu'elles puissent s'appliquer, ces volontés ou ces vérités réformatrices, c'est que toujours elles proviennent du haut vers le bas. Ça, c'est une caractéristique essentielle. Il n'y a pas de mouvement populaire, citoyen, qui puisse se réaliser, se cristalliser. Et ça, c'est sûrement et probablement une des grandes faiblesses. Mais c'est ainsi, ce n'est pas un jugement de valeur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que malgré ces vérités réformatrices, avec toutes leurs limites, eh bien, les tendances centrifuges qui existaient par ces mouvements de nationalité vont prendre le dessus et vont rejeter l'idée de la possibilité de se fondre dans une citoyenneté plurinationale qui aurait pu assurer une cohabitation harmonieuse ou à la poursuite d'une cohabitation harmonieuse. C'est-à-dire que les communautés non musulmanes qui existaient au sein de l'Empire ottoman et qui étaient organisées par le système des millettes vont graduellement abandonner leur identité uniquement confessionnelle qui était inscrite dans la tradition ottomane au profit d'une identité nationaliste, ce qui va évidemment entraîner constamment ces révoltes et ces mobilisations contre le joug ottoman. Alors, le pouvoir ottoman, pour sa part, se montra tout à fait incapable de traiter ces révoltes, ces mouvements de contestation, autrement que par la répression. Et évidemment, ça n'a pas permis d'endiguer ce mouvement puissant de contestation au sein des minorités nationales. C'est dans ce contexte que va se constituer, à la fin du XIXe siècle, dans les années 1890, la dernière décennie du XIXe siècle, le mouvement des jeunes Turcs, qui va notamment s'incarner dans le comité Union et Progrès. Ce comité Union et Progrès va avoir une importance non négligeable, notamment en 1908, au moment de la révolution de 1908, que certains avaient qualifié de révolution française en Orient, parce que véritablement, et c'est peut-être la première fois, un véritable vent de liberté va souffler sur les territoires ottomans. C'est à ce moment-là qu'une multiplicité d'organisations politiques, d'associations de toutes sortes, d'organes de presse nouveaux vont se constituer et qui chacun à leur niveau, ces associations, ces partis politiques, ces organes de presse, vont en quelque sorte mettre en relief les profondes modifications qui s'étaient fait jour au cours des décennies antérieures, mais qui n'avaient jusqu'alors pas pu s'organiser véritablement. Et alors c'est par exemple, après cette révolution de 1908, bon, il y a des mouvements de contestation qui, un an plus tard, vont aboutir à l'abdication du sultan Abdülhamid II et à l'élection d'un parlement, en 1909 donc. Et ce qui est tout à fait fascinant, et ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que ce parlement élu en 1909, il a un caractère véritablement multinational, puisque le nombre de députés qui appartient à diverses minorités, alors il y avait par exemple des députés qui venaient du Yémen, du Kosovo, de la Palestine, de la Mésopotamie, etc., étaient presque aussi nombreux que les députés qui étaient proprement turcs. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, il y avait visiblement une tentative qui était en train de se concrétiser, de cohabitation au niveau de la représentation parlementaire de ces minorités. Pour autant, en dépit de cette composition tout à fait intéressante et fascinante du Parlement élu en 1909, je pense que l'âge des nationalismes était arrivé et que l'idée de la rénovation d'un système ottoman, tel que je l'ai évoqué à grands traits précédemment, n'avait plus guère d'avenir, d'autant que
l'Empire était en train de perdre une partie de ses territoires, notamment dans les Balkans, puisque vous vous rappelez qu'il y a les guerres balkaniques de 1912-1913 qui aboutissent à la sécession de l'Empire ottoman et qui donc mettent brutalement fin à l'illusion de pouvoir rénover l'Empire ottoman en dépit de cette tentative. Alors évidemment, dans les années qui suivent, mais je n'ai pas le temps de les traiter, ce processus de dislocation de l'Empire ottoman va se poursuivre, notamment avec la révolte des peuples arabes, qui elle aussi a été largement instrumentalisée par les puissances impérialistes, confèrent Laurence d'Arabie, bon, etc., etc. Donc s'il fallait trouver une date, mais les dates sont toujours un peu arbitraires, je pense que ce serait l'année 1913, c'est-à-dire la fin des guerres balkaniques, qui pourrait brutalement affirmer le nationalisme turc dans sa version moderne. C'est-à-dire que ce nationalisme turc va commencer à s'exprimer nettement, clairement. Alors, le terrain avait été préparé par les jeunes Turcs, bien évidemment, mais 1913, c'est parce qu'il y a la prise de conscience qu'il y a un risque d'anéantissement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le terme de turc commence à être revendiqué, alors que jusqu'alors, au sein de l'Empire ottoman, il avait plutôt un sens très, très péjoratif, il était condescendant et surtout réservé aux paysans, les cueillus, aux nomades, etc. Ce qui était un qualificatif un peu d'exclusion va devenir alors le cri de ralliement d'un nouveau nationalisme, peut-être faudrait-il plus parler de nationalisme au pluriel, parce que au sein même du comité Union et Progrès que j'évoquais, il y a sûrement deux tendances qui cohabitent dans un premier temps. Il y a une tendance qu'on pourrait qualifier de réformatrice, de progressiste, et puis il y a une tendance qui, au contraire, se définit plus par son autoritarisme, par son nationalisme exacerbé. Et en fait, c'est cette deuxième tendance qui va remporter la victoire dans ces débats, dans ces confrontations qui existaient, puisque en 1913, justement, se constitue, à la suite d'un coup d'État, un triumvirat composé des trois pachas, Enver, Talat et Gemal, qui vont prendre donc le pouvoir, qui vont instaurer une dictature, je pense que le qualificatif correspond, et qui vont évidemment, de par leurs décisions, non seulement entraîner l'Empire ottoman dans la Première Guerre mondiale, dans le mauvais camp, puisque le camp des perdants, et qui vont aussi avoir une responsabilité toute particulière dans le génocide arménien de 1915. Donc on voit que ces évolutions, elles sont très contradictoires, contrastées, avec des avancées, avec des reculs, mais c'est aussi le produit de l'histoire. Alors, quand même, deux mots sur la conception du nationalisme tel qu'elle s'est développée en Turquie, à la fin de l'Empire ottoman, avant que cela ne devienne la Turquie. Il y avait un certain nombre d'intellectuels, peut-être le plus célèbre d'entre eux, c'est Ziya Gökalp, qui a commis nombre d'ouvrages, d'articles tentant d'expliquer, de théoriser ce qu'il concevait lui comme le nationalisme nécessaire. Mais ce qu'on peut là aussi constater, c'est qu'il y a deux courants qui s'expriment au sein du nationalisme turc naissant. C'est un courant qui promeut un turquisme islamisé, modernisé, mais basé sur le peuple turc. Je vais y revenir dans 2 secondes. Et puis un autre courant qui, lui, promouvait plutôt un pan-turquisme et qui rêvait de créer une sorte de nouvel empire réunissant tous les turcophones. C'est la première version, c'est-à-dire un turquisme préconisant une sorte d'empire turquifié, islamisé, modernisé, qui va remporter ce débat politique, cette confrontation politique, et le kémalisme lui-même va s'inspirer de cette première tendance. Très attaché, et alors c'est là où le rapport à la France peut avoir son utilité, puisque les dirigeants jeunes turcs, pour la plupart d'entre eux, puis les dirigeants kémalistes, et Kemal Atatürk en premier, étaient très attachés, très fascinés par l'idée française, promue par la Révolution française, de un État, une nation. Et c'est ce qui avait été initié durant la Révolution française, développé sous la Troisième République, et qui a constitué une forme de modèle pour ces jeunes Turcs ou ces futurs dirigeants kémalistes qui étaient fascinés par le jacobinisme mis en œuvre, mis en place
en France tout au long du XIXe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, une fois la République proclamée en 1923, il a fallu, tout comme en France d'ailleurs, élaborer une sorte de récit national, parce qu'il fallait fonder, il fallait légitimer ce nouveau régime politique, ce régime républicain, et il fallait bien sûr fournir le sens d'un projet commun. Il fallait rendre au peuple turc confiance en lui après les défaites, après les tragédies qu'il avait traversées, qui avaient marqué la fin de l'Empire. Alors on assiste là à une série de théorisations qui peuvent aujourd'hui nous faire sourire, mais qui ont été consubstantielles à la création de la République de Turquie. C'est tout d'abord, pour mémoire, je ne peux pas faire la liste, mais la question des premiers occupants du territoire anatolien. C'est-à-dire que les Occidentaux considéraient l'Anatolie comme la matrice de l'Antiquité gréco-romaine et récusaient en fait la légitimité des Turcs à en faire leur patrie. Et il a fallu, je ne dis pas inventer, évidemment on est parti de faits avérés, mais se baser sur l'ancienneté et l'antériorité des Hittites, créateurs d'une grande civilisation anatolienne, qui était venue bien avant, 2 millénaires avant Jésus-Christ, venant d'Asie centrale. Tout cela a contribué à donner une antériorité, une légitimité intellectuelle, politique, culturelle à cette construction républicaine. On a aussi assisté à toute une série de théorisations pour le moins abusives sur la langue turque, qui aurait été la langue mère, je pense que c'était l'expression à l'origine de toutes les langues du monde. Ça peut prêter à sourire aujourd'hui, mais sachez qu'en France, à la même époque, parmi certains républicains français, ils considéraient que le gaulois était la mère de toutes les langues. Bon. Et sachez aussi qu'à la même époque, en Allemagne, il y a quelques intellectuels qui considéraient que l'allemand était la langue qui avait été pratiquée par Adam. Donc vous voyez que, pour le coup, chacun rivalise dans la reconstruction ou la construction d'une histoire nationale. Ce qui est marquant, bien sûr, et c'est là où c'est essentiel pour la suite de l'histoire de la République de Turquie, c'est que la nation, alors, va être définie de façon extrêmement restrictive et excluante, en se basant sur l'ethnicité, c'est-à-dire le turquisme en réalité, et sur la religion sunnite, l'islam sunnite. Cette double appartenance, à la fois ethno-linguistique et confessionnelle, elle est tout à fait essentielle pour comprendre la suite, parce qu'elle introduit un changement de paradigme complet dans la conception de la citoyenneté républicaine, qui théoriquement est définie par des critères strictement politiques. Donc c'est à la fois une référence à la République française, mais dans la réalité, une définition du nationalisme turc qui est radicalement différente de ce qui avait prévalu en France. Et quand je disais tout à l'heure en introduction que ces débats, et à mon avis, avaient une résonance contemporaine, c'est qu'évidemment, quand aujourd'hui, partout, on entend les partisans du droit du sol s'opposer à ceux du droit du sang, quand on voit ceux qui sont partisans d'une conception éthique de la citoyenneté opposée à une conception politique de la nation, tout ça renvoie aux débats qui ont eu lieu à l'époque, même si, évidemment, au début de la Turquie républicaine, c'est dans un contexte très particulier, et j'y insiste beaucoup, qui avait été marqué par un certain nombre de traumatismes, y compris militaires. Mais dans le cas qui nous intéresse, dans cette fin de l'Empire ottoman, ces débuts de la République, il faut comprendre, et c'est essentiel, je crois en tout cas, que la prégnance des éléments ethniques et religieux dans la définition de la nation empêche de facto d'y inclure tous les citoyens qui ne sont ni turcs ni sunnites, musulmans sunnites. Et donc il y a une logique d'exclusion à l'égard des populations kurdes, arméniennes, grecques, etc., juives aussi, qui est tout à fait essentielle et qui va avoir des conséquences dramatiques. Dernière chose que j'aimerais aborder, parce que je ne voudrais pas être trop long, c'est la question de la violence comme un des paramètres, un des instruments de l'édification de l'État unitaire. Évidemment, cette tendance, on la retrouve dans d'autres pays, j'y reviens dans 10 secondes. Mais il y a eu un facteur aussi qui permet de comprendre cette crispation des dirigeants
fondateur de la République de Turquie, c'est le fameux traité de Sèvres de 1920. Ce traité de Sèvres, bon, tout le monde le connaît, j'imagine, mais dépeçait ce qui restait de l'Empire en attribuant de vastes parties du territoire, alors, respectivement aux Grecs, aux Français, aux Italiens, en promettant d'hypothétiques États aux Arméniens, voire aux Kurdes. Bon, ne rentrons pas dans les détails. Et donc, ce traité de Sèvres va aussi induire dans le logiciel politique des fondateurs de la Turquie républicaine une forme de méfiance structurelle à l'égard de ce qui constitue une minorité. C'est un peu le thème des traîtres de l'intérieur, de la 5e colonne. Ces gens-là, il faut s'en méfier. Ils ont voulu dépecer ou profiter de ce traité de Sèvres pour dépecer la patrie et ce qui allait devenir la République. C'est pourquoi, du point de vue des dirigeants kémalistes, imposer le turquisme, la référence à la nationalité turque, comme ciment d'une nation dont l'homogénéité devait être inventée et imposée au prix de l'occultation des autres identités, est un aspect essentiel. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien de ce qui s'est passé ensuite. Alors évidemment, j'évoquais la violence, bah oui, parce qu'on a alors des anthropologues et des sociologues, moi je n'ai pas été vérifier les comptes, mais considèrent que dans la Turquie de l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui on doit être à peu près dans les mêmes eaux, il y aurait eu 47 groupes ethniques différents, et ça c'est le produit de l'histoire de l'Empire justement, et une trentaine de langues pratiquées. Alors, cette violence qui a été exercée à l'égard de ceux qui ne se définissent pas par leur turcité et par leur adhésion à l'islam sunnite, c'est pas seulement une posture théorique, hein, c'est pas seulement un débat pacifié. Je pense que la fin de l'Empire ottoman, les débuts de la République, ont été ponctués, je l'ai déjà évoqué, mais c'est prégnant, par des massacres, par une guerre, bien sûr, avec les puissances extérieures, mais aussi d'autres formes d'affrontements militaires qui la relèvent de la guerre civile. Et je pense que c'est consubstantiel à la mise en œuvre de la République. Mais ce n'est pas un cas d'exception, ce n'est pas propre à la Turquie. Il y a beaucoup de penseurs, alors je pense notamment à un Hollandais qui s'appelle Zürcher, Erik Jan Zürcher, qui considère que ces événements, ce type d'événement, fait partie des instruments d'ingénierie démographique, nationaliste, homogénéisateur qu'on observe dans d'autres pays européens. Il étudie le cas de l'Allemagne, le cas de la Russie, le cas de la Pologne. Donc malheureusement, ce n'est pas un cas exceptionnel. Mais il y a cette tendance unificatrice, centralisatrice, qui ne se comprend pour ses promoteurs que par l'éradication des minorités. Et Jean-François Bayard, qui est un politologue français que vous connaissez probablement pour certains d'entre vous, lui considère que les violences qui marquent la fin de l'Empire ottoman participent de la même matrice historique que les guerres coloniales ou les massacres des Amérindiens, qui marquent, dit-il, le parcours sanglant de l'État-nation centralisé. Alors évidemment, c'est dans ce cadre qu'on comprend, moi je n'ai pas le temps de décliner, mais le massacre, le génocide des Arméniens, c'est aussi la guerre contre les Grecs, puis les échanges de population entre les Grecs qui vivaient à l'ouest de l'Anatolie, c'est aussi les révoltes successives des Kurdes, 1925, 1930, 1938, qui sont systématiquement réprimées, puisqu'évidemment les Kurdes ne sont pas turcs et donc ils n'ont pas droit de citer, en tout cas c'était conçu comme tel. Bien sûr, et j'arrête là, le traité de Lausanne de 1923, donc quelques semaines, quelques mois avant la proclamation de la République, va accepter de reconnaître 3 communautés historiques non musulmanes, les Arméniens, les Grecs et les Juifs. Mais bien sûr, les Arméniens et les Grecs étaient numériquement réduites à la portion congrue pour des raisons liées aux événements qui ont ponctué la fin de l'Empire ottoman, et pour leur part, les Juifs étaient infiniment minoritaires. Ça veut donc dire que le nouvel État-nation, ayant obtenu l'essentiel de l'assise territoriale revendiquée, en éliminant les autres composantes prétendant à la même patrie, vont consacrer l'Anatolie comme la patrie des Turcs sunnites, point, à l'exclusion des autres composantes de ceux qui
constituaient les habitants de la fin de l'Empire ottoman et du début de la République. Alors la question qu'on se pose, et là je reprends un texte qu'avait écrit Ahmed il y a quelques années avec Cengiz Aktar, où alors je trouve la formule très intéressante, mais je la lance au débat. Est-ce qu'on peut là parler d'État-nation ou de nation-d'État, dans le sens où c'est une nation qui a été réellement construite, je te rappelle ça, par le haut, par le sommet, par l'État, et que ce sont des décisions étatiques. Donc, et là ce seront mes derniers mots, la fin de l'Empire ottoman s'est en large partie concrétisée sur la base de la sécession des nationalités, ce qui a induit une réaction grand-turque qui s'est caractérisée par un nationalisme exacerbé, mais encore faut-il comprendre les raisons qui y ont poussé. Je l'ai fait, j'espère clairement, mais en tout cas à grands traits, sans pouvoir entrer dans les détails, et que, dernier aspect, mais là je n'ai pas le temps de développer, ne jamais oublier que ce nationalisme niveleur, critiquable probablement, est aussi une réaction aux pressions des puissances extérieures, puissances européennes. Et si je dis cela, c'est que évidemment, dans les années qui suivent, dans les décennies qui suivent, et notamment dans la façon dont la Turquie républicaine se dispose par rapport au reste du monde et son environnement géopolitique, cela a une importance considérable. Et on doit aussi comprendre le nationalisme turc, souvent belliqueux, confère les dernières déclarations, les fréquentes déclarations de Erdogan, que de ce point de vue. Voilà, donc il y a très grand trait, vous me pardonnerez les schématismes auxquels j'ai dû procéder, j'espère n'avoir point été trop long en tout cas. Merci à vous. Bien, merci Didier. Le gros du travail a été fait. À peu près la totalité des problèmes que nous aurons à traiter aujourd'hui en Turquie, leur origine, Didier les a bien installés, les montrés. Effectivement, les affres que nous traversons aujourd'hui en Turquie ne tombent pas du ciel. Il existe des facteurs personnels, mais aussi des facteurs structurels, sociétals, qui sont dans une conjugaison qui est malheureuse aujourd'hui. En ce qui concerne ce panorama historique, j'ajouterai quelques remarques pour passer rapidement à des périodes plus contemporaines. Premièrement, il est très important, effectivement, 1856, Didier a rappelé, ce firman de réforme, Slatfermanı, qui est un peu mis en place par précipitation devant l'isolement de l'Empire ottoman dans l'Europe, pour que dans la foulée pour la première fois, l'Empire ottoman, l'Angleterre, la France sont ensemble dans une guerre de Crimée. C'est la première fois, c'est contre la Russie. Et donc, dans cette foulée, les réformateurs ottomans donc, préparent cette firman de réforme. Mais la petite histoire est importante. Dans la déclaration, dans la tradition ottomane, le firman est lu par le Premier ministre, par le Sadrazam. Le sultan n'apparaît pas dans ce genre de choses. Et avant la lecture de firman du sultan, il y a toujours une prière qui est prononcée. Et pendant toute la matinée, il ne trouve pas un imam à Istanbul qui accepte de faire la prière avant la lecture de ce firman, primo. Deuxièmement, le Sadrazam qui lit le firman, le tourne, le met dans sa boîte et il dit cette phrase inoubliable, j'espère qu'il ne sortira plus jamais de sa boîte. Et troisièmement, là, il y a les dignitaires religieux, le Cheikh Islam, le patriarche grec, le patriarche arménien,
le Haram Bashir, le grand rabbin, et aussi le patriarche, parce que dans le millet, les Arméniens sont reconnus dans 3 millets différents, hein, catholiques, protestants et orthodoxes. Tous sont là. Et il y a une troisième chose qui m'a beaucoup... ça, c'est dans Tezkireh, hein, dans Cevdet Pacha, il raconte dans Tezkireh le moment. Le patriarche grec se retourne vers le patriarche arménien, il dit « Mais nous sommes aussi égaux avec les Juifs ?» Donc, vous voyez la hiérarchie ottomane, hein, c'est une société très hiérarchique. Et quand on dit l'égalité, effectivement, cette égalité n'est pas acceptée. N'est pas acceptée par la nation musulmane. À l'époque, n'oublions pas, le terme nation est utilisé pour ceux qui ne sont pas musulmans. Il n'y a pas musulmans milletés. Hein, on ne parle pas de musulmans milletés. Il y a Arménie milletés, Yaoudi milletés, Roum milletés. Et les musulmans sont la nation dominante, dont on n'a même pas besoin d'appeler, de désigner comme nation. Et cette idée de nation dominante va rester par la suite, va revenir, millet hakimet, va revenir dans la bouche des musulmans turcs au fur et à mesure de perte des territoires de l'Empire et peur de perdre la position dominante. Je crois que le fond de l'affaire jusqu'à aujourd'hui, c'est que la nation turco-musulman, mais initialement musulman, mais turco-musulman particulièrement, parce qu'à l'époque, les Kurdes ne se considèrent pas, durant le 19e siècle, les Kurdes élites ne se considèrent pas différents des Turcs, etc., puisque, il y est bien dit, à l'époque, jusqu'à la fin du 19e siècle, l'utilisation du mot turc est plutôt péjoratif. C'est ottoman, musulman, qui est la nation dominante. Et cette perte des territoires, le choc commence avant même l'indépendance grecque avec les révoltes serbes, hein, c'est le début du 19e siècle, premier choc, les révoltes serbes, après l'indépendance grecque, après la guerre de 77 contre la Russie qui fait perdre des immenses territoires de Bulgarie, de Roumanie, etc., de la Bosnie-Herzégovine et tout ça, et la guerre des Balkans qui va être le point fatal. Le point le plus, peut-être, dernier coup fatal à donner sur l'idée qu'on puisse créer une nation ottomane, effectivement, Didier a raison, entre 1908 et 1911, plutôt 1910, il y a eu une période extrêmement intéressante, mais très limitée dans Istanbul et Izmir, c'est l'idée de création de nation ottomane. Est-ce qu'on peut créer une nation ottomane? Il y a une tentative de création de nation ottomane, et c'est cette création de nation ottomane, l'idée de création de nation ottomane, avec les guerres de Balkans, va s'épuiser, va disparaître, et le dernier coup, avant même les révoltes arabes, ça va être l'indépendance albanaise, parce que pour les turco-musulmans, les Albanais étaient la nation la plus fidèle, musulmans, et la plus fidèle. Et vous savez que autour du sultan, les gardes du corps du sultan, si vous voulez, étaient souvent les Albanais et les Circassiens. Hein, c'était les deux nations qui apparaissaient les plus fidèles à l'ottomanité. Et cette indépendance albanaise va être vraiment très choquant dans l'esprit des dirigeants turco-musulmans ou musulmans de l'époque. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la République va hériter de cette angoisse de perte de territoire sur lequel on peut régner. C'est pourquoi l'idée, c'est plutôt la nation est nécessaire pour qu'au XXe siècle, on puisse régner sur un espace. On est maintenant dans l'ère des États-nations, donc on a besoin d'une nation, et cette nation, il faut la constituer, il faut la former.
Et Inonu a une formule extraordinaire, tardivement, en 1920-21, je crois, la date m'échappe actuellement, à ses états-majors, il dit « Nous ne luttons pas simplement contre les puissances occupantes, nous allons lutter aussi contre la nation, millet ». Hein, c'est-à-dire contre, à l'époque, il n'utilise pas le terme peuple, contre notre nation, notre millet. Alors, le terme millet, c'est ambivalent, et cette ambivalence est extrêmement utilisée par Mustafa Kemal, par Inonu, mais aussi, encore plus, par le mouvement islamo-nationaliste, évidemment. Le terme millet renvoie à la nation musulmane. C'est pourquoi, d'ailleurs, les laïcs, les vrais laïcs, n'utilisent pas le terme millet, utilisent le terme ulus. Ulus est un terme d'origine turcique et qui aux yeux des islamo-nationalistes, c'est un terme pagan. Hein? Ulus, c'est un terme pagan. Alors, en ce qui concerne 1923, la République est une déclaration extrêmement importante, mais lors de la création de la République, déjà une partie importante de l'homogénéisation ethno-religieuse du pays est réalisée. C'est pourquoi la déclaration dans l'article de la Constitution qui va être acceptée en 1924, on peut très facilement mettre une définition politique de la nation, parce que cette définition politique de la nation, dans leur esprit, désormais, concerne essentiellement les citoyens de différentes origines, mais musulmans. Hein, des différentes origines, circassiennes, abazes, arabes, kurdes, etc. Et ils pensent que tout ceci va se fondre dans une unité turcophone musulmane. Ils ne seront pas turcs, mais ils seront turcophones. Ils vont tous accepter la langue turque comme langue maternelle in fine. Et ça, en 1924, parce que en 1924, par rapport à 1914, 10 ans avant, par rapport à 1914, dans les territoires de la République, il y a dans les territoires de la République, hein, je ne parle pas des Balkans, je ne parle pas de Moyen-Orient, dans les territoires de la République, en 1914, 30% à peu près de la population était non musulmane. En 1924, il ne reste plus que 1%. Donc, 1%, ce n'est plus un problème. Donc, on peut faire semblant d'être grand seigneur. En réalité, la République va avoir, dans les pratiques, une conception de 3 classes de citoyenneté. En fait, de fait, nous aurons, jusqu'aujourd'hui, 3 classes de citoyenneté. Première classe de citoyenneté, ce sont ceux qui sont musulmans d'origine, mais pas forcément pratiquants, hein, musulmans d'origine, et surtout acceptant la langue turque comme langue maternelle, même s'ils ne sont pas d'origine de langue maternelle. Les Circassiens, par exemple, ne poseront pas de problème. Les Abbas qui parlent, ou des Arabes, ou les Bosniaques qui vont arriver de Bosnie sans parler au mot turc. Hein, les Bosniaques sont slaves, hein, ce sont des Slaves islamisés, mais ils acceptent la Turquie comme leur pays, comme leur patrie, et comme il va y avoir énormément de Bosniaques qui vont venir ou des musulmans de la Grèce lors de l'échange des minorités, ils seront considérés, à partir du moment où ils acceptent la langue turque comme langue maternelle, ou langue qu'il n'y a pas de revendication d'utilisation de langue alternative en tout cas, là, ils vont être acceptés comme citoyens de premier rang, citoyens complets. Deuxième statut de citoyen, ce sont ceux qui ont des revendications identitaires distinctes au sein de la nation musulmane. D'un côté les Alévis et de l'autre côté les Kurdes. Les Kurdes revendiquent leur identité ethnique, les Alévis revendiquent leur identité confessionnelle. Et là, ce sont des citoyens de second rang. Ils n'ont pas tous les droits comme les autres.
Sur le papier, oui. Mais dans la pratique, ils n'ont pas. Par exemple, les Alévis, on ne va pas leur reconnaître la reconnaissance de leur lieu de culte comme lieu de culte. Hein, ne serait-ce que ça. Les Kurdes revendiquent l'utilisation de la langue kurde au niveau local, en tout cas. On va totalement refuser, jusqu'en 1982, l'idéologie officielle, jusqu'en 1987, l'idéologie officielle, c'est qu'il n'existe pas de langue turque à part. De langue kurde à part, hein, distinct, jusqu'en 1987. En 82, les militaires vont même interdire de parler kurde dans la rue. Hein, vont aller jusqu'au cet extrême, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'était interdit de parler kurde à l'école, mais pas dans la rue en tout cas. Alors, ces citoyens de second rang sont considérés comme des citoyens assimilables. Donc, on ne les considère pas comme des citoyens qui doivent quitter le territoire, qui vont disparaître. Non, ce sont des citoyens qu'ils pensent, soit les Alévis vont in fine devenir sunnites, c'est pourquoi il y a des campagnes énormes, massives, qui vont augmenter avant même les démocrates partis, dans les années 40, pour construire des mosquées dans les villages Alévis, en permanence. On va envoyer des imams, alors qu'ils ne vont pas à la mosquée. Et les Kurdes, on pense qu'ils vont être, à la manière française du 19e siècle, la disparition de langue breton, langue alsacien, langue occitan, etc. En Turquie, ils pensent qu'il va y avoir le même phénomène de disparition progressive de la langue kurde. Troisième statut de citoyen, ce sont les citoyens de Turquie qui ne sont ni turcs ni musulmans. Ceux-là, on considère qu'ils sont destinés à quitter la Turquie un jour ou l'autre. Il n'y a pas d'espoir d'assimilation, donc on va les pousser à partir progressivement. Le génocide je ne parle pas du génocide de 15, hein, je ne parle pas plus tard, en continu, jusqu'aux années 80. Il va y avoir une poussée progressive des Grecs, des Juifs, des Arméniens, des Syriaques, vers l'extérieur de la Turquie, par vagues successives. Alors il y a plusieurs opérations, pogrom juif dans les Thraces en 1934, l'impôt sur la fortune en 1942, il va y avoir le 6 septembre 1955, les pogroms, pas à Istanbul simplement, à Izmir, et puis même, on vient de connaître récemment qu'il y a eu même à Antakya des pogroms, particulièrement contre les Grecs, mais toutes les minorités seront visées dans la foulée, parce que pour la population qui descend dans la rue, Grecs, Juifs, Arméniens, c'est tout ça avec des Giavours, donc il n'y a pas tellement de distinction significative. Et les Syriaques vont connaître aussi une poussée essentiellement par les Kurdes de la région, une poussée sur leur territoire, on va mettre la main sur leur territoire, etc., etc. Et il va y avoir donc une diminution encore plus forte qu'en 1924, une diminution encore plus forte de la population. Actuellement, en Turquie, cette troisième couche de citoyens, si vous voulez, c'est à peu près 45-50 000 Arméniens. Hein. C'est entre 15 000, 18 000, moins de 20 000 Juifs, 3 000 Grecs orthodoxes et environ 30-40 000 Syriaques orthodoxes arabes, si vous voulez. Voilà ce qui reste de toute la... C'est une homogénéisation fantastique et ça a réussi. Cet objectif, autant le deuxième objectif a échoué, c'est-à-dire assimilation des Alévis et des Kurdes a échoué comme politique, mais le troisième objectif a bien réussi. La République aujourd'hui est une République musulmane, sunnite, en grande majorité, avec une minorité alévite ethno-confessionnelle et une minorité kurde ethnique. Alors, les deux sont quand même des minorités qui pèsent en même temps. Les Alévites
constituent à peu près 12 à 15 millions d'habitants dans une population de 82 millions d'habitants. Les Kurdes représentent 15 à 18 millions d'habitants dans une population. Alors, il y a des Kurdes qui sont alévites. Il y a un tout petit peu de recoupement entre les deux. Hein. Les deux ne s'additionnent pas totalement. Il y a des Kurdes alévites. Mais en même temps, du coup, il y a une masse très importante qui reste, qui est sunnite ou turque, et qui sont en même temps, qui pèsent dans une logique de 1856. Les problèmes contemporains de la Turquie, de la République, c'est que la majorité sunnite turque refuse l'égalité des autres. C'est le problème fondamental. On nous pose la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent les Kurdes, mais qu'est-ce qu'ils veulent les... Ils savent très bien ce qu'ils veulent, ils le disent d'ailleurs. C'est le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils veulent les Turcs aujourd'hui? Si les Turcs veulent que les Kurdes deviennent turcs, c'est trop tard. 19e siècle, les Français ont réussi, mais au 21e siècle, 20e siècle, ceci est très difficile, surtout que désormais, il n'y a pas que des Kurdes en Turquie. Hein, comment vous pouvez parler de la langue kurde qui n'existe pas, alors que si vous traversez la frontière, il y a 5 millions de Kurdes qui ont même une université en kurde. Vous traversez la frontière, en Iran, il y a une région qui s'appelle Kurdistan. Moi, je me rappelle, il y a 12 ans, à l'aéroport d'Istanbul, Yeşilköy, c'était Atatürk Havalimanı, il y a un avion qui vient de l'Iran, et vous savez, les avions, ils ont parfois des noms comme les bateaux. Et sur l'avion était marqué Kurdistan. Panique à bord. Panique à bord. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a des gens à côté de moi qui disaient, mais oui, mais c'est PKK qui envoie cet avion. C'est un avion iranien, et dans l'avion iranien, dans certains avions iraniens, le nom d'une région d'Iran. Il y a différentes régions en Iran, il y a donc Kurdistan qui figurait. Alors, les deux grands problèmes en Turquie, en termes de citoyenneté, si vous voulez. Le troisième problème, après, c'est un problème politique qu'on rencontre quand on est de droite. Les citoyens de gauche ne sont pas considérés comme citoyens, ou quand on est de gauche, les musulmans, certains sont rejetés, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près partout dans une logique de conflit de classe ou de conflit droite-gauche. Mais cette séparation, cette faille ethno-confessionnelle est une faille qui bloque aussi la politique de la Turquie, qui pèse aujourd'hui dans la politique intérieure de la Turquie, ce qui explique la permanence de l'autoritarisme. Puisque aujourd'hui, évidemment, si Tayyip Erdogan crie Tek devlet, tek bayrak, tek millet, tek vatan. La grande majorité des turco-sunnites, a priori, ne sont pas contre cette idée. Alors ils sont contre parce que, une partie sont contre parce que c'est Erdogan qui parle, pour d'autres raisons. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas contre cette idée. Si Erdogan ajoutait une seule langue, ils ne seraient pas contre non plus. S'ils ajoutaient le sixième, une seule religion, ils ne seraient pas contre non plus, bien qu'il soit un peu... Là, la laïcité va être un peu heurtée. Mais globalement, c'est l'idée d'une unicité de la nation et de l'État, c'est une unicité autour d'une identité ethno-religieuse unique, et qui s'impose. C'est quelque chose qui impose en utilisant l'image de la nation française. C'est très intéressant, quand on demande en Turquie, les Kurdes demandent l'enseignement en langue maternelle, Tayyip Erdogan ou des généraux en retraite ou des diplomates députés du CHP, ils disent tous ensemble, en chœur, oui, mais en France, il n'existe pas ça. En France, ça existe.
Les écoles d'Ivan, c'est exactement ce que les Kurdes demandent. Les écoles en Corse qui apprennent en Corse, en langue maternelle, c'est exactement les Kurdes demandent. Ou l'école Alsace, les écoles. Bon, ils ne sont pas majoritaires, ils sont très minoritaires. Il y a très peu d'étudiants, d'élèves dans les écoles d'Occitanie, quoique ça augmente, paraît-il. Mais ça existe. En tout cas, peu importe, la République n'est pas basée sur la question du nombre, a priori. Cette déformation est une déformation hypocrite de ce que c'est la définition française. Exactement, c'est une déformation hypocrite quand les diplomates turcs viennent en France et ils parlent que la Turquie est laïque comme la France. Ça n'a rien à voir. Cette laïcité à la turque, c'est à la turca. Il y a une laïcité à la franga et il y a une laïcité à la turca. Et ce sont deux choses différentes comme les toilettes. Hein, c'est exactement. Ça a un nom toilette, ça a un nom laïcité, mais au-delà, il n'y a pas de ressemblance. Et cette conception unitaire de la nation, à la rigueur, ça peut être une conception unitaire de la nation sur la citoyenneté politique, mais la Turquie n'est pas du tout sur la base d'une citoyenneté politique, c'est une citoyenneté identitaire, ce qui explique le passage très facile d'une domination laïque, bureaucratique des années 2000, 90, vers une domination islamo-nationaliste des années 2010. Le glissement est quasi naturel, je dirais, hein, avec le pouvoir. Pour terminer, je voudrais souligner une chose importante, évidemment, c'est que nous avons parlé de la sortie de l'Empire. Je crois qu'il y a eu une chose très importante dans la sortie de l'Empire qui nous a permis de ne pas tomber dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est le traité de Lausanne. S'il y avait eu un équivalent de traité de Lausanne après le traité de Versailles, probablement il n'y aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui en Hongrie, aujourd'hui en Autriche, les affres du populisme autoritaire, c'est la non-acceptation encore historique du traité de Trianon. Hein. Donc, il y a eu une chose très importante. Le traité de Lausanne nous a permis de ne pas entrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce que si on était dans le traité de Sèvres, probablement, on aurait été totalement dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y aurait eu des mouvements irrédentistes, comme exactement après la défaite des Balkans. Une des raisons majeures de l'entrée de la Turquie dans la Première Guerre mondiale, c'est la défaite des Balkans. C'était l'idée qu'on allait rattraper, récupérer les territoires. N'oublions pas, c'est un choc très important. À peu près la moitié des dirigeants de la République de Turquie en 1923, y compris Mustafa Kemal, sont nés dans des territoires qui n'appartiennent pas à la République. C'est un choc important. Hein. Et je pense que le traité de Lausanne nous a permis de calmer, de refouler les grandes tendances irrédentistes. Ça, c'est un acquis. La chose qui a échoué, par contre, alors là, je vais malheureusement, je ne veux pas être cynique, mais historiquement parlant, les minorités religieuses, la question des minorités religieuses était résolue dans le sang. Génocide arménien, échange forcé de population, pogrom grec. Jusqu'en 1923, je vous ai dit, il n'y a plus de minorités religieuses en Turquie. C'est résolu entre guillemets, hein, donc il n'y a plus de minorités, ou très peu.
En revanche, donc la sortie de l'Empire de ce point de vue-là est faite. En revanche, la sortie de l'Empire a totalement échoué sur la question kurde. Et jusqu'aujourd'hui, la Turquie vit encore les affres de la sortie de l'Empire sur la question kurde. C'est à la fois une minorité très importante, 18 millions d'habitants, il y a je ne sais pas combien de pays d'Union européenne qui ont moins de 5 millions d'habitants. En Turquie, 15 à 18 millions de Kurdes. Tous ne sont pas militants kurdes, évidemment, mais d'identité kurde, entre 15 et 18 millions. Plus, dans la région, la somme totale, c'est autour de 30-32 millions avec l'Irak, la Syrie, l'Iran et un tout petit peu dans l'ex-URSS. La question kurde, c'est notre question non résolue de la sortie de l'Empire. 15% de la population, c'est à la fois beaucoup, mais c'est à la fois très peu, dans une logique démocratique. Parce que 15%, s'il y a une unité de 80% des Turcs qui disent nous ne donnons pas de droit aux Kurdes, comment sortir pacifiquement de ce conflit? C'est d'ailleurs, nous n'arrivons pas à sortir pacifiquement de ce conflit. La même chose avec les Alévis. Quand 60% des pratiquants sunnites reconnaissent dans la demande de séparation de lieux de culte des Alévis, réagissent, perçoivent comme un chiisme, c'est un chiisme, il faut le reconnaître, ils réagissent exactement comme les catholiques au XVIe siècle devant les réformés. Et nous savons comment ça s'est terminé au XVIe siècle avec les guerres de religion qui ont exsangué l'Europe. Pour le moment, nous n'avons pas de guerre de religion parce que nous avons encore pu créer une identité citoyenne qui permet, et c'est grâce au parti laïque CHP, qui arrive à intégrer tous les Alévis dans l'espace politique, mais en même temps, à cause de ça, CHP ne peut pas aller au-delà de 20-25% parce que les sunnites qui sont anti-Erdogan ne vont pas voter CHP qui, dans leurs yeux, est devenu un parti alévi. Donc, voilà, nous sommes à la fois totalement pris dans le piège de nos conflits intérieurs ethno-nationalistes et c'est très difficile de s'en sortir et je suis encore heureux que nous n'ayons pas. Nous avons failli, vous savez tous, nous avons failli verser dans la guerre civile et nous avons toutes les conditions sociologiques pour verser dans une guerre civile. Toutes les conditions sont réunies pour verser dans une guerre civile. La seule chose qui nous tient, c'est que dans ces divisions sont considérées comme des divisions au sein de la nation musulmane. Si les Kurdes étaient chrétiens, je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de morts et probablement la Turquie d'aujourd'hui n'était pas dans les frontières d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que le schéma qu'on a vécu se répète ou est-ce que finalement on a une jeune génération qui arrive, qui va probablement déterminer les résultats des prochaines élections, qui est dans un monde aujourd'hui, qui vit dans un monde hyper connecté, qui parle parfois plusieurs langues, qui est beaucoup plus ouverte sur le monde. Est-ce qu'on peut se permettre d'être aussi pessimiste ou est-ce qu'on peut espérer que ce schéma soit quand même un peu modifié, alors peut-être pas dans sa totalité, mais je veux dire, la question c'est est-ce que finalement ces jeunes répètent le schéma familial ou vont le faire, ou est-ce qu'on peut quand même avoir un peu d'espoir? Il faut qu'on ait toujours l'espoir, ça c'est indiscutable, et moi je pense que les résultats des élections, si jamais il y a des élections évidemment, les résultats des élections n'est pas donné d'avance en Turquie d'aujourd'hui, ce qui fait que la Turquie n'est pas ni la Russie de Poutine, ni la Chine, ni Corée du Nord aujourd'hui. C'est très important. Évidemment,
nous ne savons pas s'il y aura des élections. Ça, c'est notre... Le fait de ne pas déjà savoir, de ne pas savoir s'il y a des élections, c'est une première pour nous. Hein? À part les dictatures militaires, nous n'avons jamais posé la question s'il y aura des élections, depuis 1950. Ça, c'est une première. Mais bon, c'est très difficile pour Tayyip Erdogan aussi de ne pas faire des élections. Très, très difficile. Il n'y a pas d'autre légitimité. Deuxièmement, est-ce que les élections seront propres? Est-ce que Tayyip Erdogan va accepter les résultats des élections? Vous savez qu'au niveau des populismes d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le modèle de Trump, c'est-à-dire je fais tout pour contester les résultats des élections. C'est possible. Nous allons probablement vivre des périodes extrêmement tendues en Turquie, comme nous avons eu une petite scène similaire préalable après les élections d'Istanbul en 2019. C'est possible. Ça, il faut s'y attendre. Et puis, troisièmement, est-ce que l'opposition va gagner aussi? Parce que ce n'est pas du tout sûr que l'opposition puisse gagner à coup sûr. Hein. Mais bon, il y a des chances. Donc, de ce point de vue-là, je pense que l'espoir est là. Et si nous ne basculons pas en Turquie dans une confrontation violente, physique, de type guerre civile, c'est parce que ça, c'est la force de la tradition qui a été instaurée en Turquie depuis très longtemps, c'est que les gens croient aux élections. Que les gens croient, les défenseurs d'Erdogan croient que Erdogan va gagner les élections et que les opposants d'Erdogan croient qu'ils vont gagner les élections. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour que les conflits ne se dégénèrent pas en conflits physiques, visant l'annihilation de l'adversaire et sa transformation en ennemi. Ça, de ce point de vue-là, si jamais les élections n'ont pas lieu, là, je suis très inquiet. Là, nous basculons dans autre chose. Nous sortons de la Turquie que nous connaissons. Nous basculons à autre chose. Ce n'est pas forcément la Biélorussie, c'est autre chose. Hein. Nous ne savons pas, mais on fera avec. Il y aura d'autres moyens de lutter dans ce cas-là que le terrain électoral. En ce qui concerne la nouvelle génération, je ne suis pas aussi optimiste que vous, parce que quand on regarde les préférences de vote par âge, c'est à peu près comme la distribution nationale. Aujourd'hui, il y a une majorité anti-Erdogan. On retrouve une majorité anti-Erdogan chez les jeunes aussi. Un peu plus peut-être que la moyenne nationale, mais pas énormément pour changer la signification. N'oublions pas que nous avons en Turquie des jeunes qui parlent plusieurs langues, qui sont intégrés, etc. Mais il y a autant de jeunes qui sont totalement out, qui sont totalement exclus dans l'Anatolie centrale, dans la mer Noire, le taux d'accession à l'université ne doit pas nous tromper. La plupart du temps, les universités dont ils arrivent à accéder sont des lycées généraux plus ou moins même pas parfois le niveau de lycée général de qualité. Hein. C'est dans certaines universités de province qui sont créées à la va-vite. Et puis, il y a une idéologie. Et cette idéologie, très virile, très guerrière, très vindicative, et en même temps avec un discours entretenu par Tayyip Erdogan d'une manière quotidienne, cette idéologie, évidemment, capte la tendance à la radicalité qu'on peut trouver dans la jeunesse. Une radicalité turco-musulmane qu'on retrouve autant chez les jeunes qu'une radicalité anti-Erdogan, anti-musulman qu'on retrouve chez d'autres jeunes. Donc, la Turquie est divisée en deux, aussi bien chez ces jeunes que chez vieux. Hein, divisée en deux. Et à peu près à taille égale. Bon,
actuellement en termes de vote anti-Erdogan pèse, mais İYİ Parti, c'est MHP un peu amélioré. C'est pas non plus un parti d'égalité, de liberté, de solidarité, etc. C'est un parti qui vise à être centre-droit, évidemment, mais avec beaucoup de nationalisme en même temps. Donc, je ne suis pas optimiste, je ne pourrais pas être optimiste comme vous sur la base, oui, une nouvelle génération monte. Il y a une génération très ouverte, très combative, très égalitariste aujourd'hui, qui se bat vraiment, avec à certains moments les risques d'un essentialisme militant, c'est-à-dire son sujet de militantisme prime surtout, n'a pas une vision globale du militantisme. Ça, c'est un peu un travers que je rencontre pas mal dans le milieu militant d'opposition. Et puis, il y a, il faut que je reconnaisse quand même, que Tayyip Erdogan est autoritaire, mais la gauche aussi. Les jeunes aussi. Il y a un autoritarisme par le bas, un autoritarisme du peuple, autoritarisme sociétal en Turquie, qui est peut-être à l'origine de tous ces autoritarismes du haut. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans aucun de ces partis. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, il y a une... Moi, j'ai beaucoup milité dans les partis de gauche et j'étais effrayé souvent par... Alors, il y a une chose, et je termine. Le seul mouvement qui me fait vraiment, vraiment porteur d'espoir, c'est le mouvement féminin. Féministe en Turquie. Là, nous avons vraiment un mouvement qui couvre l'ensemble des problèmes des femmes en Turquie et au-delà des relations d'égalité, pose la question d'identité, pose la question d'égalité. Le mouvement des femmes est peut-être le plus authentiquement libérateur dans la Turquie d'aujourd'hui. Si je parle de votre logique, ça veut dire que le changement viendra toujours d'en haut. Non, pas du tout. Le changement ne vient... Justement, le changement ne vient pas suffisamment à cause de la société qui est autoritaire. Hein, c'est encore beaucoup de autoritarisme domine dans la famille, même dans les familles modernes, dans une logique d'investissement énorme sur son enfant qui transforme l'enfant en un robot des parents dans les familles modernes. C'est énorme. Hein, ces enfants qui sortent des familles modernes, certaines où l'enfant est totalement choyé, totalement préservé, etc. Et il sort dans la société, il est totalement déboussolé, il devient du coup extrêmement agressif. C'était simplement aussi pour réagir sur l'aspect générationnel, parce que je pense qu'il faut vraiment, en Turquie comme ailleurs, ne pas considérer que les jeunes générations ne sont par essence libertaires, se battent pour l'émancipation. Je pense que ça, c'est une erreur. En fait, c'est un combat politique, bien sûr, qui touche les jeunes générations comme les plus anciennes. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a une essence différente de la jeunesse, même si un grand penseur marxiste qui s'appelait Karl Liebknecht, qui a été assassiné par les sociodémocrates, disait « La jeunesse est la flamme de la révolution prolétarienne ». Mais nous ne sommes plus à cette époque, donc je pense qu'il faut véritablement faire attention. Et quand vous disiez la jeunesse turque, ou une partie de la jeunesse turque, elle parle plusieurs langues, elle est connectée, elle est ouverte à l'extérieur, ça, vous avez parfaitement raison. De facto, c'est une description de type sociologique. Mais quand on se connecte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est aujourd'hui l'idéologie dominante? Est-ce que les réseaux sociaux sont par essence des facteurs d'émancipation des individus et des groupes sociaux? Je ne crois pas. C'est au contraire tout à fait régressif. Malheureusement, parce que en même temps, Internet, ces réseaux sociaux pourraient permettre le meilleur. Mais là aussi, il y a un combat politique. On voit bien que l'extrême droite, que ce soit en Turquie ou ailleurs,
a monopolisé, non, je retire ce terme, mais a investi ces réseaux. Quand on voit aux États-Unis avec Trump, quand il a été élu, c'est pas un hasard, tous les intellectuels de gauche, les membres du Parti démocrate, jusqu'à quasiment au dernier moment, disaient mais non, mais c'est impossible, Trump ne pourra jamais passer. Ben oui, il est passé. Pourquoi? Parce que, entre autres, les réseaux sociaux ont été vecteurs d'une pensée réactionnaire, nationaliste. Là aussi, on retrouve des formes de nationalisme agressif. Et je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui est en large partie désorientée, en Turquie comme ailleurs, sa tendance quasi naturelle, parce qu'il y a là aussi une faillite des partis de gauche, que ce soit en Turquie ou ailleurs, ben, dans cette désorientation, il se replie sur des modes d'identification identitaire, alors qu'elles soient religieuses, qu'elles soient nationalistes ou hypernationalistes. Donc, je ne dis pas que toute la jeunesse va verser dans des formes de repli identitaire, mais une partie d'entre elles, c'est implacable parce qu'il y a un manque de projets, il y a un manque de propositions alternatives. Mais ça, les adultes ont une large part de responsabilité. Encore une fois, la Turquie ne fait pas exception, même si la déclinaison de ce que l'on peut voir ou constater en Turquie a des formes singulières. Ben évidemment, chaque pays a ses propres rythmes, ses propres pesanteurs historiques, ça va de soi. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, le combat émancipateur, il n'est pas terminé, il n'a pas subi une défaite irrémédiable, mais clairement, ceux qui se situent dans la ligne de ce combat émancipateur sont plutôt sur la défensive. On le voit en Turquie comme ailleurs. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer, ni sous-estimer au passage, la force que peut avoir la jeunesse. Je crois qu'il y a des capacités de mobilisation d'une partie de la jeunesse qui existent en Turquie comme ailleurs. Boğaziçi, par exemple, en est un exemple parmi d'autres. Gezi, oui. Bon, enfin, je pense qu'en même temps, Gezi, c'est, pour ce que cela signifie, une leçon de choses extraordinairement importante. Je crois, par ailleurs, qu'on a peut-être, en tout cas en France, dans les commentaires ou en Europe occidentale, surestimé, donné un signe plus. Moi, je me souviens, à l'époque, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qui... J'étais à Paris à un moment de Gezi, je ne comprenais pas, il y a des trucs que je ne comprenais pas. Alors je téléphonais régulièrement, souvent très tôt le matin, à un certain Ahmed Inissa, je lui disais, je ne comprends pas, explique-moi, parce qu'il est... Alors Ahmed me donnait tous les éléments, y compris qu'on n'avait pas dans la presse française, c'était bien, merci encore. Mais vous voyez, je pense qu'il y a des moments, et ça c'est une leçon de l'histoire, où il y a des mouvements sociaux qui se réorganisent, et alors à ce moment-là, tout ce qui constitue la pesanteur qui existe sur une société, y compris l'autoritarisme, elle peut voler en éclats. Et ça, c'est la loi de l'histoire. Comment dirais-je, c'est pas linéaire comme mouvement. Il y a des à-coups, il y a des avancées brutales et positives, puis il peut y avoir aussi des reculs. Donc il n'y a pas de raison d'être en tant que tel pessimiste. Il n'y a pas de raison non plus d'être optimiste. Évidemment, je résume. Peut-être une évidence, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais la question, c'est pas de donner un signe plus à la jeunesse, la question, c'est quels moyens peut-on se donner, enfin, en tout cas ceux qui se battent pour l'émancipation de l'humanité, pour reconstruire des forces politiques dignes de ce nom, capables d'orienter des combats parcellaires, de les organiser, de les centraliser, pour arriver à deux meilleurs systèmes. Deuxième, et là je vais être très court par contre sur cet aspect, c'est j'étais en Turquie il y a 3 semaines, alors j'ai eu évidemment beaucoup de discussions, et je leur disais, mais si Erdogan, si il est battu, va-t-il accepter sa défaite? Parce que là tout est possible. Alors risque de violence, peut-être de guerre civile dans la pire des situations, enfin on ne va pas jouer la logique du pire, mais enfin tout le monde, tous mes interlocuteurs, sûrement en partie les mêmes, me disaient, de toute façon, il ne pourra jamais partir de son palais présidentiel parce qu'il y a tellement d'affaires de corruption, etc., que c'est trop dangereux pour lui. Mais d'autres interlocuteurs m'ont dit, mais alors il peut y avoir un deal qui existe, pardonnez le mot français, sur ce thème-là, c'est-à-dire que si, on fait de la politique fiction, hein, les oppositions parvenaient à remporter une victoire électorale, peut-être peut-il y avoir un accord avec
avec Erdogan, c'est peut-être pas très moral, mais ça peut être efficace et éviter le pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédure judiciaire, on te fout la paix, mais par ailleurs, tu n'organises pas de violence dans le pays pour contester la légitimité du vote démocratique. Bon, là, encore une fois, je fais de la politique fiction, mais vous voyez, rien n'est écrit à l'avance. Et c'est, là encore, on revient aux politiques avec un grand P, à une logique de rapport de force et de volonté. Est-ce que les oppositions qui existent actuellement en Turquie seront suffisamment intelligentes pour s'unir sur un programme alternatif? C'est pas écrit à l'avance, de toute façon. Et encore une fois, moi, Erdogan, on dit souvent, aussi détestable soit-il sous beaucoup d'aspects, mais c'est un animal politique. Alors c'est vrai qu'il a quand même un affaiblissement, tous les sondages, toutes les études l'indiquent clairement. Un vieux lion, oui, peut-être. Oui, oui, mais ça peut être dangereux. En tout cas, bon, dangereux. Il faut faire attention, rien n'est écrit à l'avance, sauf qu'on est dans un moment où c'est pas seulement la jeunesse, c'est les organisations politiques. Elles ne nous satisfont peut-être pas, mais on fait avec ce qu'on a. Et peut-être y aura-t-il des formes de recomposition dans les mois, dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Je n'en sais pas plus que vous, sûrement moins que vous d'ailleurs, mais c'est dans cette logique-là, mais sans survaloriser ce que peut être ou ne pas être la jeunesse en tant que telle. Cette question, c'est pour Didier. Ahmet Insal, tout à l'heure, j'ai perdu le nombre, mais à peu près 5 ou 6 fois, il a dit « si jamais il y a des élections, s'il n'y a pas de fraude, si nous basculons pas dans une guerre civile, si. » Donc, et toi, dans ce que tu viens de dire sur ta politique fictive de... Qu'est-ce que toi, tu as vu le mois dernier quand tu étais en Turquie? Qui a rencontré. Oui, je crois qu'on s'est croisés. Et donc, je voulais savoir si toi, tu as eu l'impression, parce que c'est l'impression que moi j'ai eue le mois dernier quand nous étions en Turquie en même temps, que pour la première fois, j'entendais comme un brin de lumière, d'espoir de la part des gens qui disaient « ça y est ». Donc ça, c'était, si tu acceptes, une question pour toi. Et une question pour Ahmet, si possible. Aujourd'hui fut une journée assez difficile, je trouve, pour tous qui sont de cœur et d'âme avec Osman Kavala. Et donc je voulais savoir, je sais que vous êtes un bon ami de route et de longue date, ce que vous pensez de ce procès sans fin, arbitraire, et si vous pensez que ça va un jour s'arrêter, et comment vous voyez la fin de cette histoire. Merci. Bon, on s'écarte peut-être un peu du sujet initial, peu importe, mais je partage exactement ce que tu évoquais, c'est-à-dire que j'ai été surpris en rencontrant un certain nombre d'interlocuteurs qui sont des oppositionnels à Erdogan, mais un bon nombre d'entre eux que je connais de longue date, à l'égard desquels j'ai grande confiance dans leurs analyses politiques en général, m'ont dit « c'est plié, c'est fini pour Erdogan ». Et j'avoue ma perplexité, et je leur ai évoqué ma perplexité en leur disant « oula, ça va peut-être un peu rapidement, je souhaite évidemment de tout cœur que tu aies raison », et il y en a plusieurs qui m'ont dit à peu près les mêmes choses, mais pour autant, je pense, ce qu'on disait il y a 2 secondes, il ne faut jamais sous-estimer l'animal blessé. Parce que ce n'est pas tellement une question psychologique, ce sont les forces sociales, les forces matérielles, les intérêts matériels qui sont en jeu, qui sont énormes, c'est gigantesque. Donc je suis plus prudent, mais il est vrai que ceux que j'ai rencontrés, je suis resté 4 ou 5 jours à Istanbul uniquement en plus, donc c'est une vision partielle de la réalité de la Turquie, je le sais parfaitement, et c'est pourquoi je ne veux pas en faire de conclusions trop hâtives, mais nombre d'interlocuteurs que j'ai pu revoir, avec lesquels j'ai pu discuter, étaient, comme tu dis, il y avait une sorte de lumière, d'espoir formidable, sauf que cet espoir ne se concrétisera qu'à une seule condition, c'est la capacité des oppositions, je dis bien des oppositions, à pouvoir, non pas s'unir sur tout, mais à constituer une sorte de plateforme électorale de propositions alternatives. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire,
Et il n'y a pas qu'en Turquie que cette question se pose. Ça se pose quasiment dans les mêmes termes, pour d'autres raisons, avec d'autres dynamiques, sous d'autres cieux, entre autres parisiens. Pour compléter ce que vient de dire Didier, après je parlerai d'Ousmane. Aujourd'hui, effectivement, depuis quelques mois, tous les signaux sont convergents pour sentir que du côté de AKP, du côté des militants d'AKP, mais surtout de la bureaucratie d'AKP, il y a une préparation à la situation d'après, ce qui explique que tous mes correspondants, mes amis journalistes me disent qu'aujourd'hui ils sont bombardés de documents venant de la bureaucratie, dénonçant des effets de corruption. D'ailleurs, vous avez vu, depuis un mois et demi, il y a énormément d'informations sur Tugba, mais pas simplement, dans beaucoup d'informations sur corruption et mauvaise gestion qui arrivent directement de la bureaucratie. Ça, c'est un signe tangible. Deuxièmement, au sein de l'AKP, il y a des députés qui commencent à prendre contact avec les partis de type I, parti Saadet, pour un peu s'assurer leur avenir, parce qu'on voit bien, ils voient bien que les élections législatives ne vont pas être, même si Erdogan est élu, les élections législatives ne vont pas être en leur faveur. Il y a aussi cet aspect-là. Erdogan peut être élu, mais il peut ne pas avoir la majorité parlementaire. Et puis, troisième chose, quand je dis si, c'est aussi pour bien montrer que c'est sur les fraudes, nous avions toujours des soupçons, etc., mais sincèrement, jusqu'en 2017, y compris 2017 d'une certaine manière, le référendum, les résultats des élections en Turquie ont grosso modo représenté, le résultat qui sortait, c'était vraiment les urnes qui rentraient. Hein. Nos réseaux nous permettaient de donner des résultats à peu près identiques dans leur estimation par rapport aux résultats officiels. Maintenant, nous avons des craintes supplémentaires de type juridique. Hein. Jusque-là, jusqu'en 2017, la commission électorale était composée de juges qui étaient plutôt autonomes. Pas tous, mais plutôt autonomes. Maintenant, surtout depuis 2020, le président est parti, qui était un juge proche du pouvoir, mais gardant quand même une certaine autonomie. Maintenant, nous n'avons aucune garantie juridique sur si Erdogan fait un recours, est-ce qu'il ne gagnera pas le recours d'emblée, hein, d'emblée, sans qu'on puisse faire. Vous savez que les décisions de c'est un tribunal en Turquie, un tribunal spécial. Le tribunal électoral est un tribunal dont les décisions sont sans appel. Il n'y a pas d'appel. Donc c'est définitif. Une fois qu'ils ont décrété que vous avez perdu, vous pouvez aller à la Cour européenne des droits de l'homme, etc., mais c'est trop tard. Donc c'est ça qui nous fait un peu peur. Alors, pour terminer sur ce terrain-là, si jamais les écarts des élections sont très faibles entre les deux partis, là, je suis un peu craintif, si vous voulez. C'est 1% d'écart. En France, les présidents de la République sont élus avec 3% d'écart, 4% d'écart. 1 ou 2% d'écart, c'est manipulable. Mais s'il y a 10% d'écart, comme aujourd'hui les sondages d'opinion nous montrent, il n'y a rien à faire. Hein. 10% d'écart, c'est manipuler 5 millions de bulletins. Là, il faut se lever tôt, ou il faut être Loukachenko, venir avec son fusil mitrailleur à la main au palais. En ce qui concerne... Donc, du coup, je pense qu'il faut être confiant aux élections, aux résultats aux participations électorales, qui est très important. Ça aussi, c'est un facteur qui réduit considérablement les possibilités de fraude. Quand il y a 85% de participation, c'est pas comme 50% où vous pouvez bourrer les urnes de ceux qui ne sont pas venus. 85%, il n'y a plus rien à faire. Hein, c'est fait. Donc tout ça, ça me permet de rester confiant sur les élections. Et il faut rester confiant sur les élections parce que les alternatives sont catastrophiques.
même si Erdogan part. Hein, comment changer le régime sans les élections? Imaginez ce que signifie, hein, militaire ou autre chose. Alors, en ce qui concerne Osman Kavala, c'est une vengeance personnelle de Erdogan contre Osman. D'ailleurs, Osman, désormais, le dit sans donner son nom publiquement, que nous savions depuis un bout de temps déjà. Et dans cette vengeance personnelle, c'est irrationnel, totalement irrationnel, comme d'ailleurs sa politique économique aujourd'hui est devenue totalement irrationnelle. Et quand les autocrates de ce type deviennent irrationnels, vous êtes totalement démunis parce qu'il n'y a plus de prévisibilité. Osman, aujourd'hui, personne ne s'attendait à ça. Personne, en tout cas, Osman, moi, etc., on communique très régulièrement, ne s'attendait pas à être libéré aujourd'hui. Puisque avec ces déclarations des ambassadeurs et la surréaction de Tayyip Erdogan, libérer Osman 2 semaines après, c'est perdre la face. Osman sera libéré, d'après ce que j'anticipe, disons, personnellement, si jamais le comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 30, appuie sur le bouton pour commencer la procédure de sanctions contre la Turquie pour non-application de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le 30 novembre, le comité des ministres du Conseil de l'Europe se réunit sur 3 jours. Cette procédure, c'est-à-dire il faut 2/3 de majorité des membres du Conseil de l'Europe pour envoyer le dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme afin que la Cour confirme qu'aujourd'hui, la Turquie n'applique pas sa décision. Et une fois que la Cour va répondre à la Cour européenne dans ce sens-là, le Conseil des ministres, le Comité des ministres, dans ce cas-là, le Comité des ministres, avec 2/3 de majorité, va commencer la procédure de sanction au sens propre du terme, qui est, dans un premier temps, la suspension de droit de vote. Hein, c'est pas exclusion tout de suite. Hein, ça prendra 8 mois à peu près, cette procédure. Donc nous pensons que Tayyip Erdogan va attendre et dans 4-5 mois, si jamais le comité des ministres commence la procédure aujourd'hui, dans 5-6 mois, Osman va être libéré. Mais pas maintenant. Voilà. C'est le scénario le plus probable. Mais si le comité des ministres reporte encore sa décision à la prochaine réunion, parce que ça peut arriver aussi, avec négociation avec la Turquie, etc., ben, ça reporte autant pour Osman. Là, la décision du tribunal, c'est prochaine comparution, c'est 17 janvier, et il y a une audience sur le maintien en détention le 23 décembre. Donc, ce n'est pas une audition au tribunal, c'est simplement le juge des libertés qui réétudie son cas. Alors, si le comité des ministres appuie sur le bouton, etc., peut-être le 17 janvier ou peut-être dans le 4e audition qui sera au mois de mars probablement, Osman pourrait être libéré. Ça, c'est, je dirais, une analyse rationnelle qu'on peut faire, mais Erdogan n'est plus dans un état rationnel et si sa vengeance est telle qu'il peut même aller jusqu'au bout. Hein, ce ne sera pas très étonnant. Vous pouvez imaginer que tous les gens qui votent pour Erdogan, qui sont pro-AKP, puissent faire parler leur ventre. Et dans la mesure où l'histoire nous a enseigné quand même que beaucoup de révoltes sont parties du ventre, vu la dévaluation, vu la situation économique, est-ce qu'il se pourrait, d'après vous, que la situation économique et la famine qu'une partie de la population turque commence à vivre, d'après ce que j'ai lu et compris, est-ce que ça pourrait précipiter les choses? Quid de l'Amérique dans tout ça? Est-ce que l'ancienne Amérique, qui quand même jouait un rôle de pression au niveau de la Turquie de tout temps,
est-ce qu'elle n'existe plus du tout? Est-ce que Biden s'en fout comme de l'an 40 de la situation? Ou est-ce qu'ils ont un moyen de pression aussi qui, s'ajoutant à la question économique, pourrait faire dégager Erdogan de manière, disons, moins violente que tous et chacun craint, parce que peut-être qu'on pourrait le pousser vers la porte, gentiment, en lui disant qu'il est temps qu'il parte, non? Alors, la crise économique que nous vivons, c'est une crise... Bon, là, en tant qu'économiste, là, je vais vous parler. La crise économique que nous vivons est une crise économique que nous n'avons jamais connue auparavant. Nous avons connu beaucoup de crises économiques. Je fais de l'histoire économique. Donc, nous avons connu beaucoup de crises économiques depuis les années 50. La crise de 1958, la crise de 1969, la crise de 1979, une grande crise, la crise de 94, 97, 2001. Toutes ces crises étaient des crises liées à des politiques, à des systèmes économiques qui arrivaient à ne plus marcher. Par exemple, l'épuisement du modèle de croissance par substitution aux importations à la fin des années 70, ou l'utilisation des banques publiques comme substitut à la Banque centrale lors de la crise de 97, de 2001, etc. C'était pas des crises, c'était des crises qui révélaient toutes les faiblesses structurelles de l'économie turque. Or, aujourd'hui, nous avons une crise dont l'origine n'est pas les faiblesses de l'économie turque. Si aujourd'hui nous avions l'économie turque des années 90, avec tout ce que fait Tayyip Erdogan, on avait implosé d'une manière inimaginable. Inimaginable. Imaginez ce qui se passe en 1994 au niveau politique, très peu de facteurs politiques créent des crises. Dans les années 90, les crises économiques engendraient des crises politiques. Aujourd'hui, c'est le politique qui engendre les crises économiques. Et donc, ça, nous ne savons pas. Nous n'avons pas de repère, si vous voulez. Et Tayyip Erdogan a un comportement totalement irrationnel. Là-dessus, il n'y a pas d'autre mot à dire. Même en termes, on dit que c'est une politique néolibérale, etc. Si Margaret Thatcher voyait ce que fait Tayyip Erdogan, ça arracherait les cheveux. Hein, parce que Margaret Thatcher a commencé la politique néolibérale en rendant les taux d'intérêt réels positifs très élevés. Première chose qu'il a fait, c'était des taux d'intérêt réels positifs très élevés. C'était la première chose de la politique néolibérale. C'est une b.a.-ba de la politique néolibérale. Les taux d'intérêt réels positifs toujours très élevés pour augmenter l'épargne, réduire la consommation, etc. Bon. Cette crise, nous ne savons pas comment ça va évoluer non plus. Parce que, imaginez, un mois après, 15 jours après, je ne sais pas par quel miracle, ça me paraît difficile maintenant, il s'est trop engagé. Tayyip Erdogan appelle le gouverneur de la Banque centrale, il dit « Bon, ok, d'accord, j'accepte, on augmente de 10 points le taux d'intérêt. » Tout change. Tout change. Et il est capable de le faire. C'est pourquoi il n'y a plus de prévisibilité. Hein. En revanche, désormais, même si tout change à court terme, la confiance est rompue définitivement sur sa politique économique et par conséquent, les chocs économiques structurels de l'économie turque seront difficilement rattrapés. Et de ce point de vue, d'ailleurs, on voit dans la chute de soutien dans les sondages d'opinion en Turquie, la chute de soutien à Tayyip Erdogan est en grande partie liée à ça. Mais la résistance idéologique de l'électorat, il ne faut pas sous-estimer. Aujourd'hui, on dit, oui, Tayyip Erdogan, AKP, tombe, diminue, etc. Mais n'importe quel parti en Europe, s'il a 30% aujourd'hui dans les sondages d'opinion, il considère comme le meilleur parti du pays. C'est le cas actuellement encore. Hein. C'est 29, 30, 31% dans les sondages d'opinion. Donc du coup, il y a une résistance idéologique, une peur de perdre, en cas de changement de majorité,
des droits. Il y a aussi ça. Hein, malheureusement, jusqu'à très récemment, la social-démocratie avait un discours très élitiste. Et ça, ce n'est pas oublié dans la mémoire des gens populaires. Quand vous dites, oui, ce sont des gens qui votent parce qu'ils obtiennent des nouilles et du charbon, là, ça veut dire que nous, quand on viendra, on ne va pas vous donner aussi des nouilles et des charbons. Hein, ça veut dire ça. Et donc, pour les populations pauvres, nouilles et charbon, ça compte. Oui. Mais ça, c'est... Tayyip Erdogan entretient ça, évidemment. Rappel, entretient ça. Et pour la question sur après Tayyip Erdogan, sur la question après Tayyip Erdogan, il n'est pas du tout sûr que Tayyip Erdogan croit à la promesse qu'on lui fait sur la non... sur le fait de le laisser tranquille, parce que nous avons des exemples ailleurs. Milosevic, on l'a négocié comme ça pour qu'il parte du pouvoir, il a terminé ailleurs. Hein? Et Tayyip Erdogan ne craint pas tellement pour lui, parce que juridiquement, c'est très difficile de reprocher quelque chose à Tayyip Erdogan depuis 2014. En tant que président de la République, il a irresponsabilité. En revanche, Tayyip Erdogan craint pour sa famille. Là, il craint pour sa famille. Et là, c'est très difficile de donner des garanties parce qu'eux, ils ne sont pas couverts juridiquement. Sur les États-Unis, je pense que ce serait une illusion mortelle de croire que les États-Unis veulent se débarrasser de Erdogan. Je pense qu'il y a deux tendances aux États-Unis. On sait que Biden lui-même n'a pas une grande empathie pour Erdogan. Il l'avait d'ailleurs déclaré assez brutalement avant son élection et avant le début de la campagne électorale, où il avait dit qu'il considérait qu'Erdogan était un tyran. Il l'avait dit dans un journal qui est paru, hein. Donc on peut supposer qu'il avait relu l'article en question avant sa parution. Et il avait expliqué en outre que un tyran, il fallait tout faire pour aider le peuple à s'en débarrasser. Donc ça n'avait pas beaucoup plu à Ankara. Ceci étant, depuis qu'il a été élu président de la République, président des États-Unis, pardon, lapsus, et il est beaucoup plus prudent. Alors probablement parmi les démocrates aux États-Unis, il y en a toute une partie qui est favorable à tout faire pour virer. Mais ce qui est important, c'est l'appareil sécurito-militaire aux États-Unis. Le complexe militaro-industriel, et celui-ci se fout totalement de la nature du régime en Turquie, et ça a toujours été ainsi, en privilégiant uniquement le rôle stratégique que peut jouer la Turquie. Et de ce point de vue-là, que ce soit Erdogan ou pas Erdogan, ils veulent garder un régime à peu près stable. Donc pour l'instant, leur logique, c'est pas de s'en débarrasser. L'anecdote, on a lu, on a entendu que Erdogan aurait les velléités de sortir de l'OTAN, ou alors que les membres de l'OTAN auraient des velléités de virer Erdogan parce qu'il y avait l'achat des S-400 russes, etc. Mais ça, c'est des foutaises. C'est-à-dire que Erdogan, lui ne veut pas sortir de l'OTAN parce que c'est encore une assurance sécurité que nul autre ne peut lui fournir. Et deuxièmement, les stratèges aux États-Unis, parce que la politique de l'OTAN, elle ne se fait pas à Bruxelles, ça ne vous a pas échappé, elle se fait à Washington, eux n'ont qu'une vision géostratégique de la Turquie. Et on a vu que Erdogan tentait de se raccommoder avec Biden lors de l'avant-dernier sommet de l'OTAN au mois de mai dernier, à Bruxelles, en lui proposant de participer à la sécurisation de l'aéroport de Kaboul. Et Biden était très preneur, et des négociations avaient commencé. Entre-temps, les talibans ont eu la mauvaise idée de prendre Kaboul le 15 août dernier, donc tout cela a volé en éclats. Mais ça prouve qu'en réalité, il n'y a pas une volonté des États-Unis de se débarrasser de Erdogan. Si celui-ci est chassé par la voie électorale, ils ne vont pas non plus le pleurer. Puis alors, il y a un dernier élément moi, qui me fait réfléchir, c'est que malgré toutes les pressions de l'équipe Erdogan pour faire expulser Gülen des États-Unis, ça a été une fin de non-recevoir de Obama, puis de Trump, enfin lui c'était pas trop son problème, et de Biden. Donc le fait qu'il refuse d'extrader
Gülen est un élément qu'il est compliqué à interpréter, mais ce n'est pas uniquement au nom des libertés démocratiques. Moi, je suis de ceux qui n'oublient pas un certain nombre de coups d'État qui ont été fomentés par les États-Unis, en général pas pour les progressistes, toujours pour des régimes autoritaires. Donc, est-ce qu'il ne garde pas Gülen, pas Gülen en tant que tel, qui est maintenant très vieux, mais les réseaux Gülen comme des moyens pour le coup d'après? Donc ça, c'est quand même assez intéressant, mais ça renvoie à ce que je pense fondamentalement, c'est que la nature du régime, ils s'en foutent totalement. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est que la Turquie, de leur point de vue, puisse encore jouer un rôle stabilisateur, en dépit des divergences qu'ils peuvent avoir sur nombre de dossiers, dont la question des Kurdes de Syrie, par exemple. Ça aussi, c'est un point de fixation, mais je crois qu'il n'y a nulle velléité de la part des États-Unis de se débarrasser brutalement, ou de tenter de se débarrasser brutalement de Erdogan, et surtout de procéder à ce qui pourrait être une déstabilisation du pays. Ça, c'est pas leur logique du tout, du tout, du tout. Donc, ne surestimons surtout pas les divergences réelles qui existent entre la Turquie et les États-Unis, ou dans un autre registre, entre la Turquie et l'Union européenne. La Turquie, on l'aime parce qu'elle est multiculturelle également. Et j'ai l'impression que après la guerre d'indépendance, après la République, la Turquie a peut-être raté un virage vers un retour vers ce qu'était cette Turquie qu'on aime, ou cet empire ottoman qu'on aimait, où il y avait énormément de culture et où tous les millettes, au moins paisiblement, disons avant 1890, pouvaient vivre ensemble. Et ma première question historique est: est-ce que vous pensez que si on tronçonne par séquence, si on va dans la séquence entre la République de Turquie 1923 et 1942, l'impôt sur le patrimoine, qui là frappe énormément fort, notamment tous les non-musulmans, est-ce que là, pendant la période d'Atatürk, est-ce qu'on a raté une chance de faire un virage et éventuellement de revenir sur cette histoire officielle, parce que voilà, depuis Ziya Gökalp, on avait fait du pan-turquisme et que là, on aurait pu peut-être revenir. Est-ce que finalement, nous, Ahmed Bey, comme vous, est-ce qu'on est finalement les idées qu'aujourd'hui qu'on essaye d'irriguer à tous, est-ce qu'on est des idéalistes et qu'on ne verra plus jamais le jour où la Turquie en fait reviendra à ce multiculturalisme, la Turquie qu'on aime, parce que regardez ce qui s'est passé pour Hagia Sophia, l'ouverture au culte de Sainte Sophie, tous les partis étaient plus ou moins pour. Alors évidemment de part des électeurs, parce que tous les électeurs sont pour, peut-être à l'exception du HDP. Mais est-ce que vous voyez au moins, une fois qu'un autre parti aura gagné des élections, peut-être le parti de gauche, dans le temps on a vu des personnes qui étaient un peu plus proches de vos idées, est-ce que vous voyez politiquement éventuellement fleurir, ou est-ce qu'on est condamné à rester des idéalistes? Je vous remercie. Sur ce que tu expliques sur la période entre 1923 et 1942, est-ce qu'il y a eu, on a raté une chance de faire un virage? Je crois qu'on ne peut pas poser la question comme ça. C'est qu'il n'y a pas eu des erreurs d'appréciation, il n'y a pas eu des erreurs tactiques, des choix erronés de la part de l'équipe de Atatürk. Je pense que c'était structurellement qu'ils ont appliqué leur politique pour les raisons qu'on évoquait au tout début. C'est-à-dire qu'il y avait une logique imparable, qu'il fallait tout faire pour édifier cette nouvelle république sur des bases ethno-confessionnelles, et donc il n'y avait pas moyen, on peut le regretter bien évidemment, mais il y avait une logique d'airain, et donc on ne peut pas considérer de ce point de vue-là qu'on a raté une chance. Non, c'est-à-dire que les oppositions avaient été éradiquées, c'était quand même le règne du parti unique. Alors, moi, je pense que Mustafa Kemal a aussi permis de poser des bases d'une société qui ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, a pu s'ouvrir, c'est la transition démocratique, c'est le pluripartisme, etc. Mais pour autant, le logiciel est resté le même. Donc ce n'est pas une erreur d'appréciation, le logiciel était celui-là, il n'y avait pas d'alternative possible, puisque ceux qui étaient porteurs d'alternatives avaient été soit chassés, comme le rappelait Ahmed tout à l'heure, ou avaient été purement et simplement éliminés physiquement. Donc c'est pas en ces termes-là, à mon avis, qu'il faut le poser. Et puis, deuxième chose, est-ce qu'on est idéaliste ou pas?
Moi j'ai, vous savez, ma devise personnelle, ce que j'essaie de m'appliquer depuis fort longtemps, c'est la fameuse formule de Gramsci. C'est l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. Et comme j'essaye d'avoir plus de volonté que de raison, je reste optimiste. Donc j'essaye de, pour ma part, bien modestement à mon niveau, c'est pas d'être ni optimiste ni pessimiste, c'est d'essayer de tracer un chemin, des propositions. Alors, il y a les milieux associatifs, il y a l'engagement politique, syndical, ce qu'on voudra, mais la bataille est aussi idéologique. Ce qui m'inquiète, non pas seulement pour la Turquie, enfin, c'est aussi quand même ce qui nous rassemble ce soir, mais pour mon pays, moi je suis français, c'est les replis nationalistes, identitaires. Ça me fait peur. Est-ce que c'est une donnée ad vitam aeternam? Non, je ne le pense pas. Moi, ma formation personnelle, c'est l'internationalisme, depuis que je suis tout petit, ou au moins adolescent. Et je maintiens ce cap-là. Je pense que, d'ailleurs, pour la Turquie, et ça renvoie au thème de la soirée, c'est pas tant l'islamisme le grand danger. On n'en a quasiment pas parlé. Non, pour moi, c'est le nationalisme de Erdogan, mais qui a des racines très profondes et qui s'inscrit dans les logiques qu'on a discutées précédemment. Alors oui, ça c'est un combat à mener. Moi je crois qu'il y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus. Donc il faut le mener. Il faut le mener. On part un peu aujourd'hui, il est vrai, avec une main dans le dos. On n'est plus dans la même situation qu'il y a 30 ans. Oui, mais partout dans le monde. Ça c'est terrifiant. Et l'Union européenne, par exemple, qui nous assomme avec ses valeurs. Je déteste le mot de valeur. Moi j'aime bien le terme de principe. Oui, ça je comprends ce que c'est. Les valeurs de l'Union européenne, je les manie avec beaucoup de précautions. Mais si les valeurs de l'Union européenne, c'est de construire des murs partout pour éviter les invasions perçues comme telles, ça m'inquiète. Donc il faut aussi apprendre à balayer devant sa propre porte, et je dis ça comme citoyen français. Mais je ne suis pas non plus à taper la tête contre les murs. Même si on perd des batailles, on ne perd pas forcément la guerre. Donc il faut y aller, quoi. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, retroussons-nous les manches. En ce qui concerne est-ce que c'était une occasion perdue? Je crois que l'occasion est perdue en 1909-1910, non pas en 1923-24. Et ça, c'est le moment qui était un moment de fenêtre d'ouverture. Probablement, peu de chances que ça pouvait être viable dans la montée des nationalismes de tous les côtés. Il ne faut pas oublier que quand on parle d'ingénierie démographique, nettoyage ethnique, évidemment, il y en a autant en Bulgarie, il y en a autant en Serbie, il y en a autant en Russie. Les Circassiens de 1867 subissent une ingénierie démographique et un nettoyage ethnique extraordinaire, massive. Donc, c'est une période, ce qui arrive à la Turquie, c'est un peu la conséquence de cette période. Ça m'a beaucoup choqué quand j'ai appris que, pour la première fois, l'échange forcé de population entre l'Empire ottoman et son voisin n'a pas été négocié avec la Grèce. La première échange forcé de population a été négocié entre l'Empire ottoman et la Bulgarie en 1914. Et on n'a pas eu le temps de... Vous savez, en 1913, la Turquie avait récupéré une partie perdue au profit de la Bulgarie et d'Edirne, particulièrement à Kırklareli. Et il y avait beaucoup de Bulgares dans cette région-là. Et il y a eu une négociation d'échange forcé de population entre la Bulgarie et la Turquie. Et les Bulgares étaient très favorables parce qu'il y avait beaucoup de musulmans et donc ils voulaient aussi diminuer le pourcentage de musulmans dans leur pays. Et deuxièmement, l'échange forcé de population entre la Grèce et la Turquie, c'est la Grèce qui en a demandé au traité de Lausanne. La première demande, ça vient du côté de la Grèce. Donc, il y a un esprit du temps à l'époque qui fait que je ne pense pas que ce soit possible de... Je ne dis pas que le génocide était justifié, qu'on n'avait que cette solution-là, hein, mais je pense que c'était un peu l'air du temps qui fait que, malheureusement, si la Turquie n'était pas entrée en guerre, probablement il y aurait eu moins de malheurs. Et là, c'est la responsabilité d'Union et Progrès.
Hein, ça, c'est l'entrée de la guerre. C'est une grande responsabilité de l'Union et Progrès. Mais après, c'est leur responsabilité personnelle, évidemment, mais en même temps, il faut aussi le situer dans son temps de l'époque. Moi, si je reconstitue l'histoire, je me dis, si j'avais 20 ans, en 1925, en Turquie, je serais de quel côté? J'avoue franchement que je serais un pur dur kémaliste. C'est la révolte contre les grands, contre les conservateurs, contre les parents, contre... Je vois mon père, pourquoi il était un dur pur kémaliste par rapport à son père qui venait de Médressé. C'est un peu 68 vécu en 1925 pour cette jeune génération qui ont une admiration totale pour Mustafa Kemal en même temps, à tel point que la plupart considèrent que Mahomet est un illuminé et que par contre Mustafa Kemal est le vrai prophète. En ce qui concerne optimisme, je pense que nous vivons en Turquie depuis un siècle et demi, mais surtout depuis un siècle, deux grandes tendances qui va peut-être s'équilibrer. Dans une première grande tendance, nous avons vécu jusqu'aux années 50 avec des réminiscences en 1960, des réminiscences dans les années 70 dans les mouvements de gauche, de mouvements de modernisation autoritaire par le haut, hein, de modernisme autoritaire. Et ça a été non pas majoritaire dans le pays, mais hégémonique dans le pays. Cet autoritarisme par le haut, modernisme autoritaire par le haut, dans lequel spontanément, moi je me serais placé si j'étais de cette génération-là, n'avait pas son répondant dans l'autoritarisme par le bas de la société conservatrice. Nous avons vécu à partir des années 50, avec des vagues de retour en arrière, mais accélérées, un autoritarisme par le haut conservateur, qui arrive à son sommet avec Tayyip Erdogan des années 2010. Et s'épuise, comme l'autoritarisme moderniste s'était épuisé dans les années 40, s'épuise aujourd'hui. Islamisme nationaliste s'épuise aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes, là cette fois-ci, on voit, s'éloignent de l'islamisme. D'ailleurs, ce qui les inquiète, hein, ils sont en train de dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Les jeunes deviennent déistes. » Ils sont devenus maintenant, ils ont découvert le déisme. Je crois que ça, c'est quelque chose qui me permet d'être optimiste. Peut-être nous allons épuiser les deux sources d'autoritarisme en Turquie. L'autoritarisme moderniste qui était minoritaire par le bas, donc du coup n'arrivait pas à gagner les élections objectivement. Hein. Depuis 1950, CHP a gagné une élection en 1977 et encore 42%. Mais par contre, l'autoritarisme conservateur est un autoritarisme plus redoutable parce qu'il est en correspondance, en articulation avec l'autoritarisme par le bas. C'est pourquoi il est très électoraliste, il est majoritariste. L'autoritarisme moderniste est un autoritarisme minoritaire. L'autoritarisme conservateur est un autoritarisme majoritariste. C'est pourquoi Tayyip Erdogan peut dire toujours « je suis sorti légalement des urnes », majoritairement. Mais cela s'épuise, sa légitimité s'épuise aujourd'hui au niveau des conservateurs, économiquement, mais aussi idéologiquement. Hein, ça s'épuise. Et peut-être cet épuisement des deux nous permettra peut-être de sortir dans l'avenir, dans une logique dialectique, hein, contradiction, dans les deux contradictions, peut-être nous allons sortir dans cette logique-là. Moi, je ne suis pas optimiste sur le reste de ma vie, mais peut-être pour mes enfants et petits-enfants. Voilà.